Je vais juste commencer par expliquer ce que je fiche là. Puisque bon, les CUMA, vous connaissez, ça va, c'est pas un mot étranger pour vous. Une réponse directe par rapport à plusieurs choses que vous avez évoquées tout à l'heure sur pourquoi je suis ici. Alors certes, une CUMA, stricto sensus, on peut faire de la transformation en commun. Ça, c'est fait. On peut faire de la commercialisation en commun. On pourrait avoir un magasin qui soit entièrement en CUMA, qu'on puisse simplement mettre à disposition en fait un bâtiment, des caisses, de l'électricité, une caisse en dispose, des salariés. Tout ça, on peut faire. On peut faire de l'abattage en commun, si on le veut. Tout ce qu'une exploitation en fait peut faire, la CUMA peut le faire. La seule chose qu'on n'aura pas le droit de faire, c'est mélanger du produit. Voilà. Il faut faire une sauce bolognaise. Je ne peux pas prendre les tomates du producteur, le bœuf du producteur et dire je fais une bolognaise avec ça. Voilà. Dès qu'il y a transfert de propriété, c'est la CUMA peut faire. Voilà. Je ne suis pas venu là uniquement pour vous dire ça, que la CUMA peut faire. D'une manière générale, nous, notre but, ce n'est pas de vendre les CUMA dans ce sens-là. Les CUMA, elles se sont fondées après les années 45 et les CUMA ensemble, donc pour mutualiser du matériel, et les CUMA ensemble se sont fondés après ont fondé l'association de la Fédération des CUMA pour une chose, pas pour qu'on leur explique comment dresser le matériel, parce que ça, ils savent très bien faire tout seuls, ou au moins sur une dizaine d'agriculteurs, il y en a bien qui va savoir. Chacun a ses affinités. Mais c'est surtout qu'ils ont besoin de gens qui les conseillent. Alors, on fait du conseil de gestion, notamment, spécialisé coopérative, et aussi de gens qui les font réfléchir ou simplement qui sont des tiers qui n'ont pas d'intérêt dans l'affaire, dans la stratégie d'investissement. Donc, du coup, moi, je suis aujourd'hui principalement là-dessus pour vous faire part de ce que nous, on fait par rapport à certains groupes qui vous sollicitent. Voilà. Des groupes, justement, de transformation, de commercialisation en collectif. Et des quelques expériences qu'on a de ces accompagnements-là, où, en fait, donc c'est ce que j'avais expliqué à Mme Chevalier, finalement, on se rend compte que quand un groupe justement se forme parce qu'on a envie de commercialiser en commun, tout ça, et bien finalement on a des conseillers de gestion, alors qui conseillent, on va faire une SARL pour la vente, on va faire une SCI pour le magasin, on va faire un autre truc pour l'atelier de transformation, etc., etc. Et en fait, quand on pose des questions de quelles sont les valeurs du groupe, etc., chose que nous, on fait au quotidien, puisque on a beau parler, c'est peut-être un grand mot, quelles sont vos valeurs, etc., finalement, ça se décline en comment vous voulez fonctionner, qu'est-ce qui est important pour vous de valoriser. Et toutes ces questions-là, en fait, on les élude un peu par une solution juridique. Et par exemple, on leur dit, mais si demain, quelqu'un part ne vend plus de légumes, mais veut rester dans la SCI et veut qu'on lui rémunère ses parts de SCI, et là, ça change un petit peu le projet. Donc, notre rôle, c'est aussi de parler un petit peu du fait que les coopératives, même si c'est plus très valorisé aujourd'hui, alors là, je vous parle d'une coopérative de vente, comme Unéal, comme la Prospérité Fermière, comme tant d'autres. D'ailleurs, j'avais une question, c'est est-ce que c'est une COP ou pas, ce dont vous venez de parler sur les plaines? C'est une association. C'est une association. Ok. Super. Voilà. Bon, c'est un petit peu. Aujourd'hui, on n'est pas beaucoup dans la région à savoir parler vraiment des coopératives. Et j'ai très bien noté la phrase de M. Boitel qui disait que ce qu'on veut, c'est avant tout payer justement le prix du labeur. Voilà. Je vous rappelle que les coopératives, ce sont des sociétés de personnes et pas de capital. Et qu'on est censé rémunérer justement un travail et pas forcément du capital. Voilà, donc souvent, en fait, les gens nous sollicitent pour faire justement que l'atelier de transformation. Et quand on voit derrière, ils ont une SARL pour le magasin, une SCI, etc. Et il y a aussi des groupes a posteriori qui nous sollicitent parce que c'est bizarre, en fait, du coup, mais il y en a un qui s'en va, là, du groupe, qui ne veut plus vendre ses légumes, et puis très, très judicieux, d'un point de vue individuel très judicieux. Mon conseiller de gestion m'a dit que mes parts, maintenant, elles valaient beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'avais donné 10 000 €
départ, la société a grossi, ben ouais, voilà, ça se valorise plus. Donc on est obligé de remettre en valeur, des fois, voilà, quand quelqu'un veut partir. Et ben, je fais ça dans une coopérative. Vous le savez, si vous êtes déjà parti d'une coopérative, on récupère uniquement son capital. Donc, toujours, le capital social, ça ne roule pas. Hein, ça vaut toujours la même valeur que quand vous êtes rentré. Comment vos prédécesseurs sont rentrés. Voilà. Donc, c'est un petit peu de ce constat-là. On fait à 100% en fait du conseil collectif hein, dans les CUMA et dans d'autres structures de collectifs agricoles qui ont des projets sur définir les valeurs sur lesquelles vous voulez fonctionner, comment justement est réparti le capital, la charge, et surtout sur une valeur qu'on a un petit peu moins dans les sociétés commerciales, qui est l'engagement, que vous connaissez aussi si vous êtes en coopérative. Voilà, sur, en fait, je m'engage à payer une partie des investissements, je m'engage à fournir du produit, je m'engage à finalement pas faire de l'achat-revente et à les acheter vraiment loin, hein, ailleurs en Europe, pour après les revendre en dessous non. Voilà. Et donc, on a un gros exemple parmi les différents collectifs qu'on a accompagnés, qui est la coopérative au panier vert. Alors, je suis désolé, comme on est un peu des gens de terrain, qu'on a du mal à préparer des PowerPoint, je vous ai ramené un petit peu leur calendrier qui est là, donc pour vous dire un petit peu voilà, le monde que ça représente. Le panier vert, c'est une COP qui s'est constituée à peu près je crois que c'est 1986, hein, qui a bénéficié, on va dire, d'une grosse CUMA les gens avaient l'habitude de travailler ensemble et ils se sont dit, on se met à 5-6, on va vendre nos produits ensemble. Et ils ont évolué, donc ça fait un peu plus de 30 ans maintenant qu'ils font ça. Il y a une trentaine d'adhérents, une vingtaine de salariés, ils font près de 4 millions de chiffre d'affaires maintenant, 4 millions et demi. Donc à l'année de vente de produits, hein. Donc ça tourne pas mal. Et alors on peut se dire que c'est la proximité de l'agglomération lilloise ou pas, mais toujours est-il que ça marche bien. Et moi qui les ai accompagnés sur notamment, est-ce qu'il faut inciter les adhérents à passer en bio ou pas? Parce qu'on a quand même des sollicitations, tout ça. Alors, ils se sont rendus compte en interrogeant les clients que finalement les gens venaient chez eux. Pourquoi? Alors certes, il y en avait 20% qui disaient on veut bien un petit peu plus de bio, tout ça, mais en fait, les gens vont chez eux par acte militant. Mais militant je soutiens le producteur, j'ai envie d'avoir du bon produit, etc. Voilà. Donc, c'est un exemple en fait d'un groupe qui a su se saisir, travailler sur ses valeurs et se dire en fait, on va faire une coopérative, déjà parce que ils se sont un peu simplifiés le travail là-dessus sur le cumul de sociétés, comme vous l'expliquez, mais surtout, ils se sont dit, voilà, on s'engage à faire du produit et puis on va également pouvoir dire aux consommateurs, tout ce qu'on fait, c'est les produits des producteurs. Voilà, parce que le mot coopérative, pour les gens, il y a quand même une force pour le consommateur. Un groupe, on dit toujours que tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Hein, un groupe, ça a besoin de vivre, ça a besoin justement de dédiaboliser un peu les peurs que les gens ont, les attentes que les gens ont aussi. Et donc c'est ça qu'on fait avec eux, un peu plus dans une posture de coaching qui est complètement complémentaire de ce que peut vous apporter justement les services de diversification des OPA, les autres réseaux. Voilà, nous, on se concentre uniquement sur la vie du groupe, l'expression des gens. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste de la chalandise, de les parts de marché en oignon, en machin, c'est ça. Par contre, moi, je suis spécialiste de calculer les montants d'investissement, etc., répartir les charges, faire s'exprimer les gens sur leurs attentes, parce que au niveau économique, finalement, c'est pas là où il y a le plus de risques sur les erreurs d'un groupe, l'échec d'un groupe. Voilà. Ça va principalement être sur l'humain quand même. Voilà, le commerce, c'est compliqué, il faut mettre les moyens, il faut avoir, de toute façon, tout ce que vous avez exprimé là aujourd'hui, je ne vais pas le rappeler, mais la multiplicité des métiers, etc., tout ça, c'est quand même très compliqué. Et aujourd'hui, c'est ce que vous avez exprimé tout à l'heure, madame,
C'est vraiment ça, c'est mutualiser en fait ces différents métiers de commerce, je dois être transformateur, je dois être commerçant, je dois être producteur, et en plus, il faut que ce que je vende, ça attire les gens. Pour vous parler de ce qui se passe, par exemple, dans cette coopérative au panier vert, on a toutes les viandes possibles et imaginables, des produits traiteurs. Voilà, moi, personnellement, je suis client, je me tue pour une tranche de jambon. Énormément donc, de plats traiteurs, de ratatouille, de chevêche, de carbonade, de tout ce que vous pouvez imaginer, boulangerie, pâtisserie, produits secs et mouillés d'ailleurs, hein, 2 types de bières, hydromel, etc., des jus à n'en plus pouvoir. Tout ce qui peut se faire localement, en gros, ils le font. Voilà. Ce qui explique ces 4 millions de chiffres d'affaires-là qui servent 30 fermes. Et pour autant, on est encore, malgré le chiffre d'affaires, dans des proportions où, effectivement, c'est encore que, alors pour les laitiers notamment, c'est encore que 10% de mon chiffre d'affaires. Donc, on a encore besoin d'une filière longue à côté. Mais néanmoins, dans l'esprit du développement, il y a pas mal de choses. Et ils ont tous les labos derrière. Donc, ça, je vous le ferai passer à travers. Vous pouvez trouver, de toute façon, même sur Facebook, par exemple, sur Au panier vert, vous avez plein de petites vidéos qui vous expliquent et qui vous montrent un peu ces producteurs. Voilà. Voilà, c'était simplement, ne serait-ce que pour témoigner là-dessus, que dans un groupe, on a vu pas mal de groupes qui se sont lancés là-dedans et qui finalement ont été un peu freinés ou qui ont connu des sacrées tensions parce qu'on n'a pas en fait anticipé tous les problèmes. Voilà, on ne s'est pas dit, on ne s'est pas penché sur les valeurs justement, s'il se passe ça, si un producteur veut partir, qu'est-ce qui se passe? Si quelqu'un, dans notre montage, je ne dis pas qu'il faut choisir notre coopératif, hein, mais si jamais on choisit de fonctionner avec une SRL, une SCI, etc., qu'est-ce qui se passe si quelqu'un veut partir mais rester dans la SCI? Comment on réagit? Quel est l'esprit qu'on veut donner là-dedans? Combien ça nous coûte si jamais on se plante? Qui est engagé à quoi? À quelle hauteur? Etc. Voilà. Et finalement, une très grande précaution à prendre sur la dynamique du groupe, les valeurs, qu'est-ce qui fait avancer tout le monde, quelles sont les envies. Ça a beau être des mots, mais quand ça se traduit en action, il faut toujours quand même se poser la question. Alors, donc, nous, on se positionne principalement comme ça en coach de groupe, de par notre expérience sur le terrain avec les agriculteurs. Ce qui veut dire aussi qu'on va agir principalement quand c'est un projet qui vient des agriculteurs. Voilà, on va avoir du mal à lancer quelque chose de territorial tout de suite avec une ambition. Il faut que ça réponde aux besoins des producteurs là-dessus. Donc, vous avez le doigt sur la gâchette. Oui, je suis prêt à rebondir. Je pense que vous dites qui est essentiel, c'est que lorsque un groupe a envie de faire quelque chose, il faut d'abord qu'il se donne le temps de bien analyser son projet, les capacités des uns et des autres à travailler ensemble. Et je parle d'expérience en la matière puisque j'ai créé en 80 une Cuma bâtiment qui est un peu particulier dans le schéma des Cuma, et j'ai créé après en 92 une SARL pour la transformation, pour créer un laboratoire de transformation de viande. Ce qui est essentiel, c'est que le collectif qui a envie de porter un projet ait une vision claire de ce qu'il a l'intention de faire et détecte les points essentiels sur lesquels il veut porter ses choix. L'exemple de la Cuma bâtiment, c'est qu'en 81, 4 agriculteurs ont créé une Cuma et on embauche un maçon qui, grâce à l'ensemble des types de formations qu'on trouvait à l'époque, je ne sais pas ce qu'il arrive maintenant, par le biais de la formation professionnelle agricole, a été formé dans tous les corps de métier. Et cette Cuma a duré en l'état une vingtaine d'années. Lorsque j'ai passé la main en tant que président 10 ans après, on était passé à 17 adhérents.
Et ça a été une très belle expérience dans la rénovation et l'adaptation d'une ferme et de nos maisons. Lorsqu'en 92, et donc après, on a eu, avec le changement de génération, il y a eu une transmission. La CUMA existe toujours, et maintenant c'est une CUMA entière, c'est-à-dire où les adhérents sont totalement partie prenante. Bon, en 92, on a fait un choix différent. On était 4 aussi. Et pour la transformation et la commercialisation de nos produits animaux, on était un producteur de moutons, un producteur de bovins, un producteur de lapins et un producteur de porc. On a choisi une autre formule qui est la SARL parce qu'on voulait commercialiser ensemble et que la sécurisation de la filière de commercialisation était mise en SARL. Donc, le conseil moi, que je donne, c'est que bien réfléchir. On a la structure juridique qu'on va se donner, c'est le dernier élément à décider. Et il y a tout un cheminement préalable qui est de l'étude du projet et la manière de le porter, qui va être décisif dans le choix de la structure, parce qu'on a un choix de structure extraordinaire, notamment en agriculture, et qui font profiter. Merci, ça corrobore. Effectivement, un groupe, en fait, ça naît, ça vit, des fois ça meurt, ça se transforme forcément, hein, mais il y a vraiment quelque chose d'important, c'est que c'est des sociétés donc, de personnes, pas de capitaux, des sociétés qui portent des projets, des sociétés de développement, hein, qui viennent répondre aussi à des fois des vides qu'il peut y avoir. C'est aussi alors pour parler en plus de groupes en général, même pas forcément que de coopératives, c'est des fois des positions dans lesquelles aussi on est amené à se prendre un petit peu de hauteur, justement pour dire qu'est-ce qu'on veut développer. Et pas forcément avoir rapport à son individualité. Et des fois, il faut accepter aussi que le groupe il nous mène un peu vers des endroits qu'on n'avait pas forcément prévus. Voilà, et c'est pas tous les jours facile, c'est pas tous les jours tout rose, hein, et c'est pour ça que, en général, les gens nous sollicitent pour les accompagner. Hein, quand je pense à un exploitant donc, de cette coque au panier vert qui a finalement cédé sa ferme, mais ça repartait pas, enfin ça repartait aux enfants, mais finalement ils simplifiaient le travail, ils arrêtaient l'élevage de moutons qui était la grosse activité pour eux dans la coopérative. Il y avait plusieurs postulants, donc après comment on choisit tout ça, tout ce qui est commission, justement rétribution sur les prix, qu'est-ce qu'on peut valoriser, comment on pousse l'implication des gens, des producteurs à la vente, la présence des gens, puisque tout le monde n'est pas prêt à s'investir de la même manière. C'est des choses importantes. Alors, il y a quelques, je vais dire peut-être sur ce groupe-là, on l'a eu l'accompagné depuis 2003, je crois. Il y a également peut-être 5-6 autres points qui nous ont demandé d'intervenir auprès d'eux, qui d'ailleurs ont choisi des formes plus commerciales. Hein. On n'a qu'une COP comme ça sur le nord de la région. Après, c'est principalement se poser ces questions-là qui est important. Et se poser la question de ce qu'on veut faire ensemble. Après, transformer, etc., tout est possible en collectif. Surtout, vous n'hésitez pas à nous solliciter si jamais, justement, vous voulez avoir un mot sur la coopérative et qu'est-ce que ça change. Et y compris sur, on a envie de travailler sur nos valeurs, peu importe ce qu'on va choisir. Voilà, on vient vraiment en complément de ce qui peut être fait à côté. Et nous, on est, en tout cas, la Fédération des fumeurs de France, on est à 100% sur le collectif et capable de vous parler de coopérative si c'est votre. Est-ce que ça complète? Est-ce qu'il y a des aspects que peut-être je n'ai pas abordés? J'essaie de faire Il y a des questions, par contre, a priori, sur le chat, je n'ai pas de questions. C'est vrai qu'on perd un peu du monde là. Je ne sais pas dans la salle, est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des compléments? Là, c'est pas une monologue.
Non, mais Moi, je voulais juste rajouter quelque chose. Si je ne me trompe pas, le panier vert, il est bienvenu à la ferme. C'est possible. Et il a fait un drive, alors pas fermier, mais avec une boîte locale qui était le court-circuit. Voilà. Et en fait, les gens, donc c'est ouvert toute la semaine. Alors certes, la semaine, c'est limité plutôt aux plus retraités d'entre nous et aux gens qui gèrent le foyer. Mais finalement, c'est l'avantage par rapport à un drive où c'est une fois dans la semaine. Et le samedi, quoi. Et puis après, tout le folklore derrière aussi, c'est de faire un petit peu d'animation, donc montrer un peu d'animaux, inviter les gens à venir visiter les fermes, etc. Et ça, pour le coup, ça draine un peu le monde. Bon, c'est vrai que des fois, en tant que citadin, quand on se sent un petit peu aller à la campagne, hein, quand une poule rentre dans la voiture, pendant que je charge, c'est un petit peu faux. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait des choses. Voilà. Et donc, même si l'adage tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, quand on voit les moyens qu'on est capable de mettre en groupe, puisque après, un banquier aussi, s'il ne mise pas que sur votre tête à vous, il est moins réticent, donc on peut développer quand même des projets plus facilement. Et souvent, en tout cas, les COP qui marchent bien, alors, on parlait des CUMA, mais en général, même ce genre de coopérative, c'est finalement, on ne va pas plus vite tout seul, pas forcément. Quand on a un groupe qui roule, qui est générateur de projets et qui travaille bien sur sa gouvernance, sur la transparence et la confiance, et bien après, ça peut rouler tout seul. Tant qu'on parle des problèmes, hein, moi je dis toujours, surtout dans mes CUMA, si c'est une CUMA où ça gueule pas, c'est que tous les problèmes sont sous le tapis et c'est pas forcément bon. Ça va? Moi, je fais votre discours s'il faut. Voilà. Hop. Oui, je vais laisser cette brochure-là. Du coup, je ne sais pas au niveau caméra. Sur le CERDD, donc le Centre de Développement Durable. Voilà. Qui est plus qui était vraiment basé sur les circuits courants collectifs, donc qui date un peu, hein, mais qui néanmoins analysait un petit peu tous les freins, etc., qui est téléchargeable gratuitement, ou alors vous pouvez demander à vous le faire expédier. Des ingrédients pour la réussite des collectifs, que ce soit en transformation ou en commercialisation, et qui fait suite notamment à une étude de la région il y a quelques temps sur justement toutes les fermes qui ont été un petit peu, tous les projets qui ont été subventionnés dans le cadre de la multifonctionnalité, dont on va parler juste après, je suppose, et qui sont sur le fait que quand c'était un projet sur une seule exploitation, certes, ça menait ses fruits en termes de valeur ajoutée, par contre, ça pouvait potentiellement faire exploser le temps de travail. Et donc, en termes de vie, ce n'était pas forcément l'idéal, en termes d'expérience pour les exploitants, transformateurs, vendeurs, alors que sous les projets collectifs, souvent, on se partage le travail quand même, la présence. C'est la demande. Et donc, c'était assez. Merci. C'était assez. Dans la rationalité des fonds et puis du temps de travail, c'était assez important de le faire en collectif, mais ça, vous l'avez déjà évoqué. Voilà. Merci beaucoup en tout cas. Alors, on va laisser la parole, j'espère que Madame Dallage est encore là. Et on va vous laisser la parole puisqu'il est déjà assez tard, pour parler des aides avec, entre autres, dont on peut mettre en place la région et pas que, elle a mieux nous expliquer comment qu'elle se prépare et qu'elle va nous partager son écran. Mais juste, je finis. Je vous ai parlé tout à l'heure du point info diversification. Vous pouvez retrouver, c'est important, vous allez surtout voir le site internet où vous retrouverez les contacts de tous les partenaires qui interviennent ici. C'est bien là, hdf.diversificationagricole.fr. C'est extrêmement important parce que vous avez beaucoup de choses sur ce site qui a été mis en place en 2020. Et en dessous, vous avez les contacts dans les départements, dans les chambres d'agriculture, puisque les portes d'entrée pour le point info diversification sont dans les chambres d'agriculture.
avec, comme on vous l'a expliqué, entre autres avec l'exemple, en particulier avec l'exemple de la RDD, des relais évidemment vers les compétences quand ce ne sont pas, enfin vers les compétences spécifiques, hein, puisque c'est le cas, ou vers les différents réseaux pour vous offrir, vous donner les différentes possibilités. Donc, ce que je vous propose comme état, Madame Delage, si vous voulez, j'ai arrêté mon partage, si vous voulez partager votre diaporama, c'est possible. Oui, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je pense que je suis en train de partager mon écran. Oui, c'est bon, on le voit. Oui, donc moi, je vais vous présenter synthétiquement les aides au projet de diversification mis en place par la région et qui mobilisent aussi des fonds européens pour une partie. Alors, on a fait ce petit logigramme qui explique un peu pour différents types de projets portés par un agriculteur ou un groupement d'agriculteurs et quelles aides ils peuvent mobiliser. Alors, en général, nous, notamment au sein du PID que vient de vous être présenté Mireille Chevalier, on sépare un peu les projets selon des thèmes. Et le premier thème, c'est la production. Donc, c'est aussi un moyen de se diversifier, de se lancer dans une nouvelle culture ou dans un nouvel élevage. Sur ce volet productif, on a 2 dispositifs mobilisables. On a le pass agri-filière, donc vous voyez en orange ici, qui peut financer du matériel spécifique, donc spécifique à certaines cultures ou à certains élevages. Il faut que le projet d'investissement soit entre 4 000 et 30 000 euros. Et il y a une partie, c'est un financement région avec un abondement des départements sur le versant sud de la région. Un autre moyen de financer ce type de projet, ce sont les aides à la modernisation que vous connaissez, ce qu'on appelle aussi PCAE, le plan de compétitivité des exploitations agricoles. Et là, on peut financer aussi notamment tout ce qui peut être bâtiment, toute la partie aussi stockage, conditionnement, qui n'entre pas, elle, dans le pass agri-filière. Autre type de projet, ça va être tout ce qui porte sur la transformation des produits ou la vente directe. Donc, c'est ce dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Et là, on a 2 dispositifs qui permettent de financer ces projets. Le pass agri-filière toujours, donc pour les projets d'investissement entre 4 000 et 30 000 euros. Et puis pour les projets plus élevés, entre 30 000 et 300 000 euros, on a l'appel à projet multifonctionnalité 421. Alors ça, c'est un nom de code un peu technique qui veut dire en fait 421, c'est ces mesures transformation, commercialisation des produits agricoles. Et là, c'est un appel à projet qui mobilise des fonds européens, FEADER. Là aussi, on peut faire le distinguo entre le pass agri-filière qui va financer du matériel et des équipements spécifiques, alors que l'appel à projet multifonctionnalité, il y a aussi tout ce qui est bâtiment, construction, rénovation qui va être éligible. Dernier type de projet, ça va être tout ce qui est service à la ferme, notamment tout ce qui est accueil. Et là, on a ces 2 mêmes dispositifs aussi qui permettent de financer ce type de projet. Le pass agri-filière, toujours sur les investissements matériels et toujours pour la fourchette d'investissement 4 000 à 30 000 euros. Et pour les plus gros projets, l'appel à projet multifonctionnalité, là, ça va être le 641 pour donc ces activités d'accueil et de services innovants. À noter que pour ce dernier appel à projet, là, il est réservé aux zones rurales sur les versants sud. Il y a une liste de communes plus urbaines qui sont exclues de ce dispositif de par les contraintes des programmes de développement ruraux validés à l'Europe. Là, c'est un petit graphique qui fait la synthèse un peu de ce que je viens de vous dire. On voit bien par rapport au montant des investissements, le dispositif qui est adapté. Donc à gauche, vous avez, si vous êtes un porteur sous statut agricole, donc on a le pass agri-filière pour les plus petits projets d'investissement, l'appel à projet multifonctionnalité qui va être pour les projets entre 30 000 et 300 000.
Et on a un autre dispositif qui va être pour les encore plus gros projets, de 80 000 à plus de 600 000 euros d'investissement, par exemple. Il n'y a pas de plafond, qui n'est pas une aide, mais une avance remboursable. Donc un prêt à taux zéro, et qui peut être aussi très intéressant quand on a des besoins de financement de ce type de projet, et qui peut être mobilisé pour des projets productifs ou transformation, commercialisation de produits agricoles. Et c'est un dispositif aussi 100% fonds région. Ces aides ne sont pas cumulables pour un même projet. Et si on a un statut non agricole, une structure non agricole, par exemple associative, et qu'on n'a pas d'activité de production, en fait, on a aussi deux autres dispositifs qui peuvent intervenir sur ces projets circuits courts. Il y a le dispositif soutien des projets de valorisation des productions agricoles et approvisionnement local, qui peut être mobilisé pour des projets à la fois investissement matériel et immatériel en dessous de 200 000 euros. Par exemple, je pense qu'une association, l'action dont on a vu la présentation, produit de nos plaines, peut-être qu'elle a bénéficié de ce type de ce dispositif. Mais en tout cas, c'est ce type de projet qui peut être aidé. Et on a aussi l'appel à projet pour les industries agroalimentaires, où là, on va retrouver tout ce qui est transformation de produits agricoles, notamment pour les projets, les plus gros projets au-dessus de 200 000 euros. Et où là, souvent, on a un autre statut plus agricole, mais un autre statut. Je ne sais pas si j'ai le temps, je continue au moins sur le pass agri-filière. Donc là, vous avez le lien qui permet d'accéder à plus de détails sur le dispositif, et aussi le moyen de déposer un dossier. Donc ça se fait numériquement sur ce site. C'est un formulaire qui est volontairement assez simple, pour que l'instruction se fasse rapidement et en lien aussi avec les départements qui sont cofinanceurs. Donc ce dispositif, il a un historique sur le versant sud de la région. Avant, il s'appelait valeur ajoutée, et il a été revu et voté en 2019. Donc là, on a un historique de 1 an. C'est un dispositif qui a, enfin un peu plus d'1 an, c'est un dispositif qui fonctionne très bien. Il y a eu beaucoup de dossiers déposés. Donc on voit qu'il répond à une demande. Il y a les 3 types de projets dont je vous ai parlé, à la fois productif, transformation, commercialisation de produits agricoles ou accueil, qui sont concernés. Le montant des investissements, j'en ai parlé, c'est donc des petits projets d'investissement entre 4 et 30 000 euros. Et le taux d'intervention, ça, j'en ai pas encore parlé, c'est la région intervient à 30% l'investissement pour les productions en agriculture conventionnelle, et à 40% pour les productions sous signe officiel de qualité, dont bio, label rouge. Et il y a en plus un abondement des conseils départementaux, notamment de l'Aisne, sur certains dossiers, en fonction des marges de manœuvre qui sont possibles, de 10 à 20%. Là, je crois qu'il y a Eliane Decotte qui peut compléter si elle le souhaite. Eliane est en effet toujours là, elle peut intervenir. Oui, bonjour. Donc, en fait, oui, comme Juliette l'a dit, effectivement, le département intervient en complément de la région sur les projets éligibles au pass agri-filière. Donc, entre 10 et 20% en fonction justement de la marge qui nous est autorisée par les régimes cadres de l'État. Et il n'y a pas de dossier à déposer spécifiquement au département, parce qu'en fait, la région, le département a accès à la plateforme de la région, donc nous, on peut aller récupérer les dossiers déposés. Bon, par contre, c'est bien qu'on soit informé quand un dossier est en cours de montage, quoi, en fait. Vous avez sur le volet productif une liste de productions éligibles, donc, que vous voyez qui s'affiche. À noter que pour les productions sous SIQO… Excuse-moi, vous avez découpé votre partage, parce qu'on ne voit plus votre écran. Ah,
Je ne comprends pas pourquoi. Oui, moi je sais, on ne voit plus. C'est un problème d'affichage. Un point d'affichage chez nous. Ah, voilà, pardon. C'est bon? OK. Donc, il y a une liste de production pour le volet productif qui est là, qui est quand même assez large, hein. Et à noter que pour les productions sous signe officiel de qualité, là, c'est toutes les filières sont éligibles à ce dispositif. Voilà, ça, c'est un peu des types de projets éligibles. Donc, vous voyez, pour tout ce qui est transfo, commercialisation, il va y avoir l'aménagement de l'atelier. L'aménagement intérieur, c'est éligible. Par exemple, ce qui est électricité, c'est éligible. Et aussi, bien sûr, tout ce qui est matériel, équipement spécifique. À noter que le matériel d'occasion, ce n'est pas éligible. Pour tout ce qui est accueil, service à la ferme, c'est le type de projet dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, ce n'était pas l'objet, mais c'est essentiellement pour les activités d'accueil, notamment de scolaires, ou alors la création d'hébergements étudiants ou d'hébergements pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, sous condition d'agrément. L'appel à projet multifonctionnalité, donc là on l'a vu, c'est pour des projets d'investissement un peu plus lourds et qui mobilisent du FEADER. Je vous ai aussi mis le lien vers l'appel à projet parce que l'appel à projet est en cours. Il a démarré le 15 février. Pour 2021, il y a 2 dates de clôture de dépôt, enfin de maximale de dépôt. Une première date au 31 mai et une seconde date au 30 septembre. Vous avez les cahiers des charges qui sont téléchargeables et des formulaires de réponse. Par contre, là, c'est en papier. Pour le dépôt, ça finance le même type de projet que ceux dont on vient de parler pour le PAFI, sauf qu'il n'y a pas le volet productif. Donc, on a le 4.2.1 pour tout ce qui est transfo, commercialisation des produits agricoles. À noter qu'il faut que ce soit dans une logique de circuit court, hein. Et on a le 6.4.1 pour tout ce qui est activité d'accueil ou activité non agricole de service. Là, je vous ai mis les bénéficiaires, mais on n'a pas le temps d'aller dans le détail. Donc, c'est les agriculteurs et les groupements d'agriculteurs. Il y a aussi les associations d'insertion, enfin les associations sans but lucratif qui ont une exploitation agricole, sont aussi éligibles, ou les établissements d'enseignement. Sur les dépenses éligibles, donc là, en plus, on a les bâtiments, tout ce qui est construction, rénovation, aménagement de bâtiments, c'est éligible. Voilà, je vais aller vite. Et on est sur une intervention à 40%. Donc, FEADER plus région qui finance à 40% le projet. Et on a donc une procédure de sélection avec un seuil de sélection et un classement des projets en fonction d'une grille de sélection qui valorise notamment l'initiative, c'est-à-dire si c'est la première fois que vous me demandez ce type de fonds, si vous créez cet atelier, si c'est une création, si vous êtes nouvellement installé aussi. Ou alors, il y a un deuxième critère plutôt sur la maîtrise du projet, avec si vous faites justement partie d'un réseau, comme on en a parlé à la table ronde 1, ça vous donne des points en plus d'être dans une dynamique collective, qu'elle soit réseau de diversification ou réseau démarche territoriale. Par exemple, si vous êtes sur un territoire de projets alimentaires territoriaux. Et il y a aussi des points pour les filières de qualité, donc des points pour les produits qui sont sous signe SICO ou aussi sous marque territoriale, comme on a vu Terroir Hauts-de-France, la présentation de Terroir Hauts-de-France, ça peut vous donner aussi des points. L'avance remboursable, donc vous avez toutes les infos à ce lien. C'est aussi un dossier à faire en ligne. Donc là, c'est pour donc, les plus gros projets. Je vais vous mettre juste ce tableau. Vous voyez, entre 80 000 et plus de 600 000 euros et 600 000 et plus d'euros d'investissement. Et donc, on peut avancer jusqu'à 30%, voire 40% pour les projets portés par des élevages du projet. Donc, on peut avancer cette somme et après les rembourser sous 7 ans.
les contacts, donc vous avez le point info diversification dont vient de parler Mireille Chevalier, qui est vraiment une porte d'entrée pour vos réflexions dans vos projets de diversification. Et puis, je vous ai mis aussi mon contact et celui de ma collègue Nadège Dumège, où moi, je gère plutôt l'appel à projet multifonctionnalité et ma collègue Nadège Dumège, le pass agri-filière. Donc, on est aussi à votre disposition pour toute information sur ces dispositifs. Et je souhaitais aussi, comme on était sur le thème des circuits courts, j'ai demandé l'intervention d'un de mes collègues, Vincent Gorznac, qui va vous présenter rapidement les aides à la numérisation. Ça me semblait intéressant. Merci. Je vais me permettre de partager mon écran. C'est bon pour tout le monde? Vous avez ma présentation à l'écran? Très bien. Donc, bonjour tout le monde. Donc, je suis Vincent Gorzac, je suis chargé de mission digitalisation au sein du Conseil régional Hauts-de-France, rattaché à la direction des partenariats économiques, artisanat et pêche et au service entrepreneuriat, développement territorial. Alors, j'ai un champ d'action, c'est accompagner les TPE dans leur transition numérique et digitale. Je vais vous présenter différentes aides régionales à la transition numérique qui pourraient vous correspondre. Alors, inutile de noter les chiffres ou les liens qui vont apparaître puisqu'on va vous envoyer ce support de présentation. Alors tout d'abord, juste un petit rappel historique. Nous avons travaillé avec le service communication et sorti un bloc-marque, #Transnum. Alors c'est quoi Transnum? Vous pouvez l'interpréter comme transition ou transformation numérique. Alors ajoutez à ce bloc-marque un numéro de téléphone, c'est le guichet unique des entreprises, et un mail. Pourquoi? Parce que trop souvent, moi j'ai entendu des commerçants, des artisans, des chefs d'entreprise, vraiment ne sachant pas vers qui se tourner, qui joindre pour avoir des aides sur le numérique. Donc avec ce dispositif, c'est vraiment une porte d'entrée à la région, à celles et ceux qui désirent des renseignements sur le numérique, et à nous, selon leur géolocalisation sur le territoire, leurs besoins, de les flécher vers les bons interlocuteurs et offreurs de solutions. Il y a un guide, si ça va bien passer, oui, qui a été produit, recensant toutes les aides mobilisables autour du numérique de la région Hauts-de-France, bientôt disponible et téléchargeable sur le portail des entreprises, lien que vous aurez un peu plus tard pendant cette présentation. Grâce à ce guide, c'est possibilité de s'initier à la transition numérique, se faire accompagner, se faire financer et bien sûr se former. Donc différents dispositifs sont disponibles selon les catégories d'entreprises. Alors, vous concernant, nous allons nous intéresser aux 2 nouvelles aides qui sont arrivées en fin d'année pour soutenir les entreprises et protéger les entreprises avec le numérique. Nous avons d'abord CEL, donc commerce en ligne entreprise, et CELT, commerce en ligne territoire. On va commencer par CEL, commerce en ligne entreprise. Vous avez les documents de com que nous vous enverrons en même temps que la présentation. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une aide avec un plafond de 500 € pour les TPE, les associations employeuses, toutes les entreprises qui sont inscrites au registre du commerce et des sociétés ou au registre des métiers. Des petites conditions, moins de 20 salariés, moins de 2 millions de chiffre d'affaires. Pourquoi ? L'acquisition d'un équipement en capacité de vente en ligne, nouveau site ou évolution de l'ancien, c'est-à-dire que si vous avez un site internet vitrine que vous voulez passer en e-commerce, vous êtes éligible, et aussi un abonnement à des outils de vente en ligne, à des plateformes de type marketplace. Nous avons ensuite une autre aide qui s'appelle CELT, commerce en ligne territoire. Idem, les docs de com qu'on pourra vous faire parvenir. Là, ce qu'il faut retenir, c'est pour les territoires, une aide de 5 000 € et aussi pour les têtes de réseau professionnels. Alors, têtes de réseau professionnels, on peut les définir comme les unions commerciales ou les associations de commerçants ou autres. Alors, le but de cette aide, c'est le déploiement d'une solution collective de commerce en ligne, incluant un service de commander et emporter, plus connu sous l'anglicisme, Click and Collect. Alors, quelques adresses de contact à retenir, un petit numéro de téléphone du guichet unique régional, le lien pour déposer les dossiers en ligne sur notre plateforme, un mail pour tout renseignement et un lien avec les coordonnées de certains prestataires qui ont répondu à un appel à projet et qui proposent des solutions de digitalisation. Alors de mon côté, je pense rien avoir oublié sur les aides. Vous avez mes coordonnées. Vous avez le petit lien hautdefrance.fr Transnum. Ça, c'est le panorama global de toutes les aides à la digitalisation. Donc, je vous remercie de votre attention. Est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à cette Merci beaucoup. présentation? Il y a une question.
Oui, bonjour Vincent, puisqu'on s'est par mail ces derniers jours, Alain Bahuchet. En fait, je voudrais bien que vous reprécisiez que ces aides seraient bien ouvertes aux agriculteurs, parce qu'ils ne relèvent pas des chambres de commerce, ils ne relèvent pas des chambres de métier. Et d'après donc les informations que j'ai eues cette semaine, et partout il est écrit qu'il faut être inscrit chambre de commerce ou chambre de métier. Il semblerait bien que ce soit une aide. Et alors, parce que l'intérêt, ce serait qu'on puisse communiquer auprès des producteurs, justement, pour qu'ils entrent dans le digital et au niveau du commerce. Mais pour l'instant, rien ne précise qu'ils y ont droit. Rien ne précise qu'ils ont droit et rien ne précise qu'ils n'y ont pas droit. C'est toute la difficulté que l'on a en ce moment et on en est bien conscient. Et je sais qu'on est en lien par mail et aussi je sais que l'assistante du responsable de service, Alice Aurieux-Janel, est en relation aussi avec la direction de l'agriculture et on essaie de trouver vraiment le moyen pour que ça ait accès parce que nous, dans nos critères d'éligibilité, il faut être inscrit au registre du commerce et des sociétés. Ça, c'est vraiment le critère. Et on essaye de voir, oui, pour que ça soit vraiment ouvert. Donc ça, c'est toujours en cours, je dirais. Ok, d'accord, merci. Donc ça veut dire que s'il y a un dossier, l'agriculteur vous contacte ou se connecte sur aide en ligne. Mais pour le moment, il y a quand même ce document obligatoire où ça va être solutionné rapidement. Après, ce qu'on s'était dit, je crois qu'on a déjà accepté une aide sur Celle, mais c'est, je pense, un agriculteur qui avait à côté un magasin. Je pense que ça se fait souvent, où il y a soit son circuit court, ou bien qui peut diffuser ses produits, et c'est vraiment différent de son exploitation agricole. Donc là, c'est éligible. Après, pour le reste, je ne sais pas exactement, je ne suis pas le spécialiste de l'agriculture et du juridique, donc je ne sais pas après comment on peut essayer de voir ça pour que ça soit éligible. C'est en cours, comme je vous le dis, c'est une volonté que ça soit possible. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a des questions, Camille? Non, pas de questions. Madame Decolle, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou pas au complément du département? Non, c'est bon. Moi, je suis intervenue sur le complément pour le pass agri-filière, donc c'est bon pour moi. Je veux quand même aussi dire que le contact entre le conseil régional et le conseil départemental de l'Aisne se passe très très bien. C'est-à-dire que dès qu'un dossier passe à filière est déposé dans lequel il a bien été mentionné la possibilité d'une aide du conseil départemental, les deux personnes se mettent bien en contact. Hein, ça, on veut vous en remercier parce que derrière, c'est très fluide. Est-ce que, Madame Dalache, est-ce que vous auriez des points à rajouter? Non, pas à mon niveau. Non, après, c'est vrai que c'est pas toujours évident de se retrouver dans tous les dispositifs d'aide. L'idée, c'est qu'on ait des dispositifs qui se complètent pour en fait répondre à un éventail large de projets, finalement, qu'on n'en ait pas qui passent à travers de la raquette, comme l'expression le veut. Donc, ça vaut le coup aussi de nous contacter. Même si vous voyez que vous ne rentrez pas dans un dispositif, on peut sûrement en trouver un autre qui pourrait accompagner votre projet. Très bien. En tout cas, on vous remercie vraiment pour votre intervention et pour votre patience. C'était intéressant. Merci à tous. Je ne sais pas s'il y a encore des questions pour qu'on clôture ou à distance ou dans la salle. Je crois que non. Non. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? En tout cas, je pense qu'on va terminer. Alors, Monsieur Boitel s'excuse, il a dû partir pour une autre réunion. En tout cas, moi, je veux, au nom de l'équipe, vraiment vous remercier tous, à la fois les intervenants, d'avoir pris de votre temps de préparation, d'intervention, de déplacement, et puis à ceux qui ont suivi toute cet après-midi, parce qu'il est sûr que certains n'ont pas certainement pu continuer à tout suivre, mais malgré tout, nous avons eu un taux de participation important et j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses, ça vous aura donné des idées. Vous savez qu'on met à votre disposition au niveau de la Chambre d'agriculture pour on va essayer de vous remettre le dernier contact au niveau de la Chambre d'agriculture pour vous accompagner dans vos projets, sachant que bien évidemment notre souci, ça sera toujours de vous apporter
les meilleures réponses et de vous orienter vers les personnes les plus à même au sein de la Chambre et dans les autres structures pour vous accompagner. Donc, merci beaucoup à vous et puis bonne rentrée pour ceux qui sont ici et bonne fin de journée pour tout le monde.